Bonsoir, merci de m'accueillir. Oui, je vais prendre la petite zapette. Merci. Merci, effectivement, je m'intéresse beaucoup à ce sujet. On a vu cette notion d'engagement incarnée par des entrepreneurs et vous êtes tous très incarnés. On a même entendu la notion de foi. Et effectivement, c'est important de distinguer cette dimension de la notion de satisfaction au travail. Euh, En moyenne, les gens sont plutôt satisfaits au travail. D'ailleurs, la moyenne mondiale est autour de 70%, hein, et la France est dans la moyenne. Hein, le top du top, c'est en Inde, où ils sont à 90% satisfaits, et le bas du tableau, c'est au Japon, où ils sont à 50% satisfaits. Mais vous voyez bien qu'on peut être tout à fait satisfait au travail sans nécessairement être engagé. Parce que être satisfait au travail, c'est littéralement, étymologiquement, en avoir assez d'eux. Et ça veut dire donc que, grosso modo, vos collaborateurs sont assez bien payés, ont des collègues assez sympas, des missions assez intéressantes, un environnement de travail plutôt pas mal, des charges assez bien réparties. Mais qu'est-ce qui fait l'engagement? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de prendre des initiatives, on a envie de donner de soi aux collègues, aux clients, aux fournisseurs, de partager ses idées, d'amener du soutien aussi à ceux qui en ont besoin, etc. Et ça ne se décrète pas. C'est du vivant, c'est ce qu'on appelle dans l'entreprise le capital immatériel. Et évidemment, c'est ce qui me passionne. Alors, vous avez différentes études sur l'engagement, mais il y a une certaine convergence. On parle de personnes activement engagées dans le monde autour de 16%. Hein, donc, il y a aussi une grosse réserve, évidemment, de performance des organisations à ce stade. Ce que je vous propose, c'est de voir en tant que dirigeant, finalement, quels sont les leviers que vous pouvez mobiliser au quotidien pour prendre vos décisions dans un monde incertain, comme on l'a vu, et finalement l'impact que ça peut avoir sur l'engagement. Hein. Alors, vous avez évidemment un premier levier en tant que patron, en tant que patronne, c'est le pouvoir. Hein. D'ailleurs, décider, ça vient étymologiquement de trancher. Hein. À l'ombre des grands chênes ne poussent que des glands. Pourquoi dégrader mon lumineux projet avec des gens moins comprenants? Hein. Je commande, vous exécutez, fin de l'histoire. Alors évidemment, ça permet d'aller parfois plus vite. Hein. Parfois, vous êtes obligé de trancher parce que les décisions s'imposent en urgence, mais vous l'aurez vite compris, en termes d'engagement, c'est pas le top. Hein. Il y a un adage qui dit plus on m'impose, plus je m'oppose, plus on m'implique, plus je m'applique. Hein. Évidemment, tout ce qu'on voit fonctionne avec vos collaborateurs, fonctionne aussi avec toutes les parties prenantes du quotidien, y compris avec vos enfants, parce que le danger du pouvoir, c'est que quand le rapport de force se transforme en épreuve de force, le plus dangereux n'est pas forcément le plus fort, mais c'est lui qui pense n'avoir rien à perdre. Hein. Vous rentrez chez vous ce soir, vous tombez sur un petit de 5 ans, vous dites lui il fait 5 ans, il fait 1m10, il va peut-être pas m'emmerder. Hein. Je commande, tu exécutes, sauf qu'il va vite voir que vous avez peu de temps libre, ça il le sait déjà, et que vous avez un minimum d'empathie, c'est-à-dire que vous n'avez pas supporté de le voir souffrir au-delà d'un certain seuil. Hein. Et s'il rentre dans l'épreuve de force, les limites vont normalement être assez vite atteintes. Hein. Donc le pouvoir à utiliser avec modération, bien évidemment. Deuxième levier, les règles. Les règles, c'est absolument indispensable. Je parlais des enfants. Un enfant sans règles, c'est quoi? Oui. Hein. Un psychopathe en devenir, hein, il a besoin d'un cadre pour mesurer son niveau d'autonomie. Et c'est pareil dans l'entreprise, évidemment. Ça évite de répéter tout le temps la même chose, ça permet de distinguer les bons joueurs, les tricheurs, ça rassure tout le monde par rapport évidemment à la feuille de match, hein, le cadre dans lequel on peut évoluer. Mais en termes d'engagement, c'est pas top non plus. Hein. Pourquoi? Tout simplement, il y a une épreuve que je ne vous souhaite pas. Si vos collaborateurs organisent ce qu'on appelle une grève du zèle, en anglais, ça se traduit littéralement par working by the book. Hein, c'est-à-dire je ne fais que ce qui est écrit sur ma fiche de poste. Je ne fais pas plus. En combien de temps je paralyse l'entreprise? Hein, je suis douanier. On m'a dit de surveiller les bagages. J'ouvre toutes les valises. Sans réflexion, sans discernement. Grève du zèle. En une demi-heure, je peux bloquer l'aéroport. Hein. Et vous voyez bien que les règles nous permettent de fonctionner jusqu'à un certain stade. C'est-à-dire que l'application stricte génère aussi des inéquités.
C'est-à-dire qu'elles ne prennent pas en considération les situations singulières de chacun. Et vous le savez, si pour prendre des décisions, par exemple, vous en avez marre de passer un temps fou à décider des plannings de congés de cet été, par exemple, vous dites on va mettre en place des règles, c'est la même règle pour tous, la moitié de l'alphabet part en juillet, l'autre moitié part en août, et l'année prochaine on fera l'inverse, comme ça c'est la même règle. Vous sentez que ça va être compliqué, parce qu'un tel évidemment a son frère qui se marie, son ex-conjoint qui a les enfants, etc. etc. D'où ce troisième levier, évidemment, là on commence à venir vers des notions beaucoup plus engageantes, la négociation. Et depuis la sonnerie du réveil matin jusqu'au réglage du réveil matin le soir, vous voyez une journée relativement bien remplie et dense, quel est le pourcentage de décisions en tant que dirigeant que vous pouvez prendre seul, sans l'accord de personne ? Qui fait le café, comment s'habillent les enfants, qui s'occupe de ce dossier, qui rappelle ce client, qui fait le compte-rendu, qu'est-ce qu'on fait après le dîner, à quelle heure on se couche ? Qui pense prendre plus de 90% de décisions seul, sans l'accord de personne ? Levez la main, s'il vous plaît. 90% de décisions seules ? Non. 50% de décisions seules ? Levez la main. 1 sur 2 ? Non. Et 20-30% de décisions seules ? Levez la main. On a les meilleurs qui sont restés. Vous avez raison. Vous avez raison. On est à peu près effectivement à 2/3 de décisions négociées, sachant qu'évidemment, on inclut dans les décisions négociées des décisions qui ont déjà été négociées et qui sont tacitement renouvelées. Je me suis mis d'accord avec un collègue, appelons-le Thierry, et il m'a dit qu'il s'occupait de ce dossier. Normalement, je n'ai pas à renégocier tous les matins avec Thierry, d'accord ? Il s'occupe de ce dossier. Mais peut-être qu'un matin, il tombe dessus à la machine à café, 8h30, et il me dit « Jean-Édouard, je ne suis pas d'accord avec ce point. » Là, il y a 2 possibilités. Soit j'ai bu suffisamment de café, je suis aware à la négociation, et je parle comme après une formation à l'université de Normandie, et je dis Thierry, tu as raison de venir me voir si tu n'es pas d'accord avec ce point. Sans doute que certains de tes intérêts ne sont pas satisfaits, prenons donc le temps de discuter pour redéfinir ensemble un terrain d'entente. C'est comme ça que vous parlez dans la vraie vie, j'imagine. Soit vous n'avez pas bu suffisamment de café et vous êtes tenté de répondre « Je veux pas le savoir, c'était pour hier, tu te démerdes ». Et là, qu'est-ce qui se passe ? Blocage, refus d'intégrer l'autre dans son équation personnelle, conflit. On peut définir le conflit comme un blocage dans une prise de décision, un refus de négocier. Et là, on va découvrir votre style. Soit vous, Thierry, aime le conflit et ça va chauffer à la machine à café. Joue pas comme ça, tu sais jamais jusqu'où ça ira. Oui, ça monte. Soit Thierry a horreur du conflit et effectivement, il va attendre que je quitte la machine à café, il va aller voir Nicolas en disant « T'as vu, Jean-Édouard, c'est un connard. » Voilà, l'agressivité sera active ou passive, mais il faudra bien que ça sorte. Bien, négocier en tout lieu, en tout temps, c'est un travail qui demande énormément d'énergie, ça se prépare, ça se conduit, ça se suit, ça respecte un certain nombre de principes. J'en rappelle 2 essentiels. Le premier, c'est évidemment pas de concession sans contrepartie. Si vous êtes fournisseur chez Leclerc et que vous commencez à faire des concessions sans contrepartie, votre acheteur il va être content. Il vous en demandera toujours plus. Il y a un proverbe qui dit « Vous ne rendrez jamais un lion végétarien en lui donnant des steaks à manger ». Plus vous l'alimentez, plus il demande, évidemment. Et puis, deuxième grand principe, à l'issue d'une négociation, normalement, il y a ce qu'on appelle un closing. On définit bien qui fait quand, quoi, où, quel budget, quel délai, quelles ressources, etc. On a coutume de dire, quand l'objectif est flou, la connerie est certaine. Voilà. Bien. Vous négociez, c'est une certitude. Et la négociation a justement pour objectif de réduire le risque et l'incertitude. On est en plein dans la thématique de la journée. Pour autant, si ce soir vous rentrez chez vous, et je vous le souhaite, et que vous tombez sur un conjoint, un proche, un ami, et vous lui dites « Écoute chérie, il y a un principe de la vie, pas de concession sans contrepartie. Alors moi je veux bien faire la cuisine, mais qu'est-ce que tu as prévu en échange ?» Et puis vous avez un ami qui s'avance, ou un enfant qui s'avance vers vous et qui vous dit « Est-ce que tu m'aimes ?
et vous lui dites « Je veux bien t'aimer, mais est-ce que tu as rangé ta chambre ?» Pas de concession sans contrepartie. Et puis demain, un collègue vous demande de l'aide, et vous lui dites « Je veux bien t'aider, mais qu'est-ce que j'y gagne ?» Vous êtes devenu négomaniaque, vous risquez de finir seul. Eh oui. Car il y a un quatrième registre que je voudrais explorer avec vous maintenant, c'est le registre du don. Deux différences fondamentales, on va en voir quelques-unes. La première, c'est que le don est inconditionnel. C'est ce qui rend toute sa saveur et sa complexité. L'amour est inconditionnel, le respect, la confiance sont inconditionnels, et il est parfaitement ignomineux de demander à un enfant qu'il se conforme à nos vœux pour être digne d'amour, de respect ou de considération. Deuxième différence fondamentale, quand je donne, je ne quantifie pas. C'est un pari de confiance. Vous avez parlé de cadeaux de Noël, là, les jouets sont déjà négociés chez Leclerc, mais vous allez cacher l'étiquette du prix. Quand vous rendez un service, vous ne dites pas « j'y ai passé 3 heures », vous essayez parfois de le faire comprendre, mais ça ne se fait pas, vous le savez. Ça ne se fait pas parce que dans le don, le lien importe plus que le bien. Le don est l'opérateur du lien social. C'est l'élément le plus précieux. Et je vais faire juste une petit rappel qui relève du bon sens paysan. Moi, je m'appuie sur les travaux de Marcel Mauss, qui est le père de l'ethnologie scientifique française, qui a écrit un essai mondialement célèbre, l'essai sur le don en 1925. Et il nous dit « Dans notre monde dit civilisé, les classes et les nations et aussi les individus doivent savoir s'opposer sans se massacrer. » C'est tout un programme. Et se donner sans se sacrifier. Il avait déjà anticipé le burn-out à l'époque, car donner, ce n'est pas se sacrifier non plus. Et avec Alain Caillé, qui est un sociologue contemporain, on distingue finalement 4 étapes que je vais revoir rapidement avec vous. Vous les connaissez. Demander, donner, recevoir, rendre, qui sont les 4 étapes grammaire du lien social. Et ce qui est passionnant, c'est que le don sous des abords généreux, gift dans les langues germaniques anciennes, a 2 significations, cadeau et poison. Ça peut être un cadeau, un booster d'énergie, quelque chose qui vous amène à être soutenu par vos collectifs, à être porté littéralement par moments, ou au contraire, un poison qui génère des clivages et un désengagement massif. Commençons par demander. Vous allez voir à chaque étape les pièges relationnels que vous connaissez, mais que je vais rappeler très rapidement. Et je vais les illustrer avec des dinosaures qui hantent nos organisations aujourd'hui. Première étape, demander. Demander, d'abord, ce n'est pas exiger, évidemment, c'est mettre les formes. Ce n'est pas merci de, douzis, douzat, azap, etc. Demander, c'est permettre à l'autre de faire et d'avoir l'autonomie de faire. Ce qui est insupportable parfois, ce n'est pas de faire ce que l'on nous demande, mais la manière dont on nous le demande. Évidemment. Deuxième difficulté, c'est que parfois certains n'osent pas demander. Et posez-vous la question en tant que dirigeant, est-ce que c'est facile pour vous de demander? C'est important. Vous parliez d'exemplarité hier. Parce que vous le savez, qui ne demande rien n'a rien. Il y a une très belle phrase qui dit « Osez demander, vous serez surpris de recevoir. » Osez demander, vous serez surpris de recevoir. Les gens aiment donner. Et c'est un des premiers capitales chance dans la vie. Encore faut-il le déclencher. Et ce n'est pas si répandu. Une étude a montré que 52% des managers en France, par exemple, n'osent pas demander de l'aide quand ils sont en difficulté, par exemple. Deuxième temps, je passe vite, donner. Oui, c'est bien, mais pas n'importe comment non plus. Donner, ce n'est pas écraser l'autre par sa générosité, ce n'est pas le rendre éternellement redevable. Comme le mafieux, parfois, qui dit « je te paye tes études, je te loge, je te nourris, je te blanchis, tu ne me dois rien, mais un jour je t'appellerai. » Donner, c'est permettre à l'autre de donner à son tour. Et puis donner, enfin, c'est le faire vraiment. Depuis que vous êtes petit, on vous l'a dit, donner, c'est donner, reprendre, c'est voilà. Et pourtant, on voit parfois dans les organisations encore des dirigeants, des managers, pour qui c'est leur dossier, leur projet, leur idée, et puis ils ont du mal à déléguer. Or, comment voulez-vous donner si vous n'avez pas l'autonomie pour le faire, si vous n'êtes pas accompagné en compétences pour y arriver, etc. Donner, c'est le faire pleinement et à bon escient, et c'est ce qui crée du bonheur. Les fleuristes le savent, plaisir d'offrir. Toute la psychologie positive s'est engouffrée dans le sujet, c'est prouvé maintenant scientifiquement.
troisième temps, celui qui m'intéresse le plus, parce que là, pour le coup, la psychologie positive n'a pas compris. Or, Marcel Mauss nous disait qu'il y a autant de générosité à donner qu'à recevoir. Il y a autant de générosité à donner qu'à recevoir. Recevoir, c'est accepter d'être en dette. Et Marcel Mauss nous dit, être en dette, c'est être en lien, car c'est revoir l'autre pour lui rendre. Le lien social, c'est le contraire de la loi du marché. C'est la dette. Plus on est en dette, plus on est en lien d'une certaine manière. Deux écueils. Le premier, celui qui refuse un don. Hein, je peux t'aider? Non, pas besoin. On peut déjeuner? Pas envie. J'ai une super idée. Ouais, ça ne m'intéresse pas. Quand on refuse un don, on refuse plus que le don, on refuse la personne qui donne. Il y a un mot pour ça chez les Maoris, le O, H-A-U, qui veut dire littéralement l'esprit de la chose donnée. Et quand on donne son idée, on y met aussi de son identité professionnelle, de son cœur, de son temps, etc. Il faut bien mettre les formes quand on refuse un don. Deuxième écueil, le plus répandu, qui à lui seul explique peut-être la plus grande part du désengagement dans les organisations en France. Depuis que vous êtes petit, pourtant vous le savez, quand vous recevez un don, qu'est-ce que vous dites? Le mot magique, c'est voilà. Et vous avez plus de 2/3 des collaborateurs en France qui ne se sentent pas reconnus par rapport à ce qu'ils donnent. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas toujours ce qui circule, mais aussi parce qu'on confond reconnaissance matérielle, je te donne une prime, je te paye un salaire, et reconnaissance immatérielle. Je reconnais les résultats, bravo, mais je reconnais aussi les efforts. Je reconnais aussi les compétences qui ont été mises en œuvre pour y arriver. Et puis enfin, je reconnais aussi chacun dans sa singularité. Je fête les anniversaires, les naissances, les pots de départ, etc. Oui, ça prend du temps, mais c'est ce qui fait qu'on développe la loyauté et le sentiment d'appartenance. J'ai vu après le Covid un dirigeant qui revient dans ses équipes, tous les 4 dirigeants étaient épuisés, et il leur dit « Ah bah c'est cool de se revoir parce que le télétravail, c'est quand même téléglandouille. » Voilà, bon, il y a un peu de travail derrière pour retrouver un peu de légitimité. Oui. L'absence de reconnaissance, ça coûte cher, parce que derrière, le conflit va permettre d'exister. À défaut de reconnaissance positive, le conflit va permettre d'obtenir un minimum de reconnaissance. Recevoir, c'est manifester sa gratitude et accepter d'être en dette, reconnaître sa redevabilité. Quatrième temps, nous arrivons à la fin du cycle. Demander, donner, recevoir, rendre. Deux écueils à nouveau. Le premier, celui qui compte, on en a déjà parlé. Vous avez une série sur Canal qui était très amusante, qui s'appelle Bref. C'est 1 minute 30, et il y a un épisode qui s'appelle « J'ai un pote à condition suspensive ». Vous savez, chaque fois que vous lui demandez un service, il dit « Je veux bien t'aider, enfin si tu… » Mais il a un tic de langage, il conditionne systématiquement tout ce qu'il donne à des contreparties, et donc il va finir seul. C'est d'autant plus dommage que lorsque les dons et les contre-dons s'accélèrent dans une relation, don, contre-don, don, contre-don, don, contre-don, don, contre-don, on peut arriver au summum de la confiance. On a appelé ça l'endettement mutuel positif, le stade où il y a tellement de choses qui circulent entre nous qu'on ne sait plus si on est débiteur ou créditeur, et c'est exactement ce qu'on recherche, car comme le dit l'expression, quand on aime, on ne compte pas. Mais ça ne se fait pas comme ça d'un coup d'un seul. Regardez Le Renard et le Petit Prince. Quand le Petit Prince dit au renard « Tu veux pas être mon pote ?» Le renard lui dit « C'est pas comme ça que ça marche. » Alors c'est mieux écrit, c'est du Saint-Exupéry, mais ça revient à ça. Il lui dit « Tu vas là-bas, je vais là-bas, tu me donnes, je te donne, tu me donnes, je te donne, tu me donnes, je te donne. » Et à un moment donné, la relation prend, la confiance naît, l'estime réciproque devient possible. Dernier écueil, celui qui donne, mais qui ne reçoit jamais rien en retour. L'échinodon. Pourquoi est-ce qu'on dit trop bon, trop con? Tout simplement parce qu'à défaut de pouvoir rendre, on a tendance à mépriser l'autre à la hauteur de ce que l'on se sent redevable. Le don devient un dû. Il y a un proverbe africain qui dit « Quand tu es bon une fois, tu es bon et c'est bien, fais le bien. Mais quand tu es bon 2 fois, et j'ajoute sans contre-don, tu deviens bonbon et on te mange. » On te mange. Et donc vous voyez bien que ces principes rappelés assez rapidement, ça marche dans une relation de A à B. Mais là où ça devient formidable, c'est quand ça marche aussi de manière transitive, dans un collectif.
A qui donne à B, qui donne à C, qui rend à D, etc. Avec les meilleures individualités au sein d'une équipe de foot. Vous parliez de foot tout à l'heure. Aucune victoire possible, alors, court terme peut-être, mais sur le long terme, si personne n'est capable de demander, donner, recevoir ou rendre le ballon, si cet esprit du don, quelque part, de l'adonnement, qui est un synonyme de l'engagement, ne se produit pas. Vous pourrez aussi, si vous êtes intéressé sur ces sujets du don, vous intéresser à vos langages de prédilection, parce qu'on ne donne pas forcément la même chose, et nos interlocuteurs n'attendent pas toujours la même chose non plus. Hein. Certains donnent du temps, c'est essentiellement du temps, des témoignages d'affection, des petits cadeaux. Hein. Si ce soir vous rentrez chez vous et que vous entendez « t'as rien remarqué », trop tard, il fallait sortir un compliment plus vite. Hein. Et si ce soir vous entendez « tu m'écoutes » et que vous dites oui, la question derrière c'est voilà. Et là vous savez ce que c'est que l'écoute active. Hein. Est-ce que je rends des services facilement? Est-ce que j'ouvre mon carnet d'adresses pour mettre en lien, etc., qui est un des dons les plus précieux? Mais quand je recommande quelqu'un, j'y mets aussi de ma réputation. Je ne fais pas ça pour n'importe qui, avec n'importe qui. Est-ce que je partage mes idées, mon expérience, pour développer la subsidiarité dans les collectifs, ou est-ce que je considère au contraire que c'est du pouvoir, que ça m'appartient, que je suis irremplaçable? En conclusion, donc, vous voyez bien que ces 4 leviers, vous êtes amenés à devoir les mobiliser au quotidien. Et la question, c'est dans quel sens? Est-ce que c'est le command and control, le pouvoir à la règle, ou dans l'autre sens, je crée l'écosystème qui favorise cet adonnement au sein de l'entreprise, je sais reconnaître les dons qui circulent, je sais réguler les mal-donnes, car il y a forcément des mal-donnes, et dès que ça se tend au sein d'un collectif ou entre 2 personnes, je sors de l'informalité dont on vient de parler pour expliciter, négocier. Quand il faut quantifier, je négocie. Le don est un booster, j'en ai parlé évidemment dans les relations du travail, mais c'est un booster commercial terrible. Hein. Ils ont fait une expérience de les relations commerciales. Groupe A, c'est pas sympa pour Marcel Mauss, c'est aux États-Unis, ils ont appelé ça 5 minutes de chit-chat. Vous parlez de tout sauf de l'objet de la négociation. Vous créez un bon climat, vous intéressez à l'autre, etc. Groupe B, straight to the point. Quel groupe qui performe le mieux? Le A, plus 35%, juste 5 minutes. Hein. Regardez toutes ces sagesses anciennes chez les Phéniciens, les Grecs, les Égyptiens, quand ils négociaient autrefois, les Salamalek, ça booste le commerce. Hein. Je négocie, je sais quand je négocie pour gérer les conflits, quantifier ce qui circule quand c'est nécessaire. Je recadre avec des règles face à ceux qui peuvent abuser ou vont trop loin. Et j'utilise le pouvoir en ultime dernier recours, car c'est le seul moment où il devient légitime. Et finalement, en allant dans ce sens-là, j'évite de glisser vers des notions qui peuvent tendre vers l'autoritarisme, le pouvoir à la règle, pour aller vers cette notion d'autorité qui vient de auctoritas, qui veut dire littéralement augmenter. Comment augmenter la richesse des décisions par cette intelligence collective? Je vous souhaite de beaucoup donner, de beaucoup recevoir et de bien vous engueuler pour des relations durables et heureuses. Je vous remercie.